ça, on se concentre sur la personne et son discours, et c'est très bien aussi. Chère Viviane, chères toutes, d'abord, merci de m'avoir proposé d'être la marraine de cette promotion, de cette belle promotion. Et en effet, nous avons eu l'occasion d'échanger tout à l'heure, et je suis sûre que c'est également un premier jour de rencontre, et je suis certaine qu'il y en aura beaucoup d'autres, et que nous aurons l'occasion d'échanger sur nos parcours. Merci également, Viviane, de faire briller tous ces parcours à travers votre engagement, et puis d'avoir accompagné également le texte trop près, pas suffisamment. Je trouve qu'il y a un écho. Et donc, merci beaucoup parce que effectivement votre travail est précurseur, Viviane, et que vous avez su également nous accompagner, et m'accompagner en particulier, me soutenir. Et donc, on sait à quel point tout cela est précieux. Et merci à vous toutes également d'être là, déterminés à participer activement à la gouvernance et à la direction des entreprises. C'est bien de faire des lois, c'est encore mieux de faire en sorte qu'elles soient incarnées. Il va falloir l'implémenter, cette loi. Et vous êtes la force, la main de l'implémentation de ce texte. Et donc, merci beaucoup. En me proposant d'être votre marraine, je crois que Viviane souhaitait que je puisse également peut-être partager mon parcours, vous proposer également peut-être le chemin qui a été le mien pour proposer effectivement un texte qui vise à un partage réel du pouvoir économique, parce que c'est bien là finalement l'enjeu qui est le nôtre, d'un partage entre les femmes et les hommes. Et comme vous l'écrivez, Viviane, dans votre étude sur le pas de côté des dirigeantes, d'interpeller le système sur la nécessité de se transformer, parce qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, la plupart du temps, ce sont des règles qui ont été faites par des hommes pour des hommes. Et donc aujourd'hui, il faut changer un certain nombre de règles. Il faut que les entreprises n'ayons pas pour les mots féministes. Le président Emmanuel Macron, qui donc a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes, là, en cause de ces deux quinquennats, il faut bien dire, a créé un momentum qui a été favorable et a permis d'accélérer la marche de l'histoire en me permettant notamment de déposer donc une proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Et en janvier 2021, et Viviane en est témoin puisqu'elle a été de ces forces qui ont permis d'évaluer cela, nous avons un élément déclencheur qui était les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui impose en effet des quotas du sexe le moins représenté dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. Et donc à cette occasion, de ce colloque, une fois auquel Viviane a eu l'amabilité et la gentillesse de bien pouvoir participer, eh bien, j'ai observé un consensus. Le consensus était absolument unanime. Le fait est que la loi Copé-Zimmermann, en effet, était révolutionnaire, puisqu'elle avait ouvert la voie à l'instauration d'une logique contraignante. Rappelez-vous les débats qu'il y avait eu lors de la loi Copé-Zimmermann sur le principe même du quota, montrait en effet que cela avait eu des résultats très convaincants, puisque la France, effectivement, est le premier pays dans le monde en matière de quotas dans les conseils d'administration. Et finalement, comme le dit assez régulièrement Christine Lagarde, quand les entreprises ont des quotas, elles trouvent des femmes. Quand les entreprises n'ont pas de quotas, elles se trouvent des excuses. Donc finalement, on voyait bien de manière unanime que, il fallait aller plus loin, parce que ce que l'on avait promis à la région Zimmermann en 2011, c'est-à-dire le ruissellement sur les conseils de direction et les comités exécutifs, effectivement, ne s'était pas produit. Il n'y avait pas eu d'évolution conséquente. Et donc, en effet, il fallait aller plus loin en mettant en place également, dans les instances de gouvernance économique et de comité Cotir-Commerce, des quotas. Donc, il faut bien dire que la loi des Copé-Zimmermann était une loi totalement inédite à l'échelle mondiale, et que quand on regarde lucidement tout cela, cela a fonctionné. Alors, à la différence près que moi je dis souvent que la loi Copé-Zimmermann, c'est un escalier extérieur.
C'est un escalier extérieur parce que, vous l'avez vu, le recrutement dans les conseils d'administration est un recrutement extérieur à l'entreprise. Donc même si en effet, il y a, je n'en doute pas, eu quand même un certain nombre de forces peut-être conservatrices à l'intérieur des entreprises, mais ça n'était pas si difficile, en tout cas d'un point de vue opérationnel, de mettre en place cette loi, d'autant plus qu'elle laissait un laps de temps conséquent pour le faire. En revanche, toucher au CODIR et au COMEX, aux instances de direction, aux instances dirigeantes, c'est toucher à l'essence même de ce qu'est le plafond de verre, et donc à toucher à cet escalier intérieur pour permettre aux femmes de gravir les échelons et de pouvoir en fait, intégrer des conseils de direction et des COMEX, parce qu'il n'y avait aucune raison que dans des instances, dans des entreprises dans lesquelles il y a des fortes de féminisation, notamment parmi les managers, qu'on ne voit pas mécaniquement la féminisation des COMEX et des CODIR. Et donc les explications, notamment l'une des explications, était la même finalement que celle des conseils d'administration. Vous avez cité chacune d'entre vous ces éléments qui étaient cette forme d'entre-soi que connaissaient les conseils d'administration avant la loi Copé-Zimmermann. Et il faut bien dire que les CODIR et les COMEX ont également une forme d'entre-soi, parce qu'évidemment, je peux très bien comprendre, c'est très dérangeant, c'est presque très. Ça n'est pas stimulant, c'est très oui, dérangeant que de vouloir imaginer d'autres perspectives et d'autres modèles de fonctionnement, d'autant plus lorsque finalement une entreprise est en croissance. Donc c'est vrai qu'on a touché là au cœur même des réacteurs du pouvoir économique dans l'entreprise. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'égalité économique eh bien, trouve ses racines au-delà de la question des entreprises. Les filles, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, reçoivent en moyenne 12,5% d'argent de poche de moins que les garçons. Rappelons que les femmes entrepreneurs ont 30% de moins de chances que les hommes d'être financées. Rappelons que seules 3 femmes dirigent une entreprise du CAC 40. Rappelons ces 22% d'écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes. Et puis, rappelons également que, autant durant leurs études, au cours de leur carrière, elles subissent également la force d'un certain nombre de stéréotypes sociaux. Donc cette loi avait vocation à revoir l'autonomie économique et financière entre les femmes et les hommes. Je rappelle rapidement les éléments, de faire en sorte que le revenu du travail et de la solidarité nationale soit versé obligatoirement sur un compte dont la personne est titulaire ou co-titulaire, éviter les captations de revenus, faire en sorte également notamment que pour les parents solo, il y ait une facilité de trouver des places en crèche et de faire en sorte également que les femmes puissent plus facilement être formées sur les métiers en construction. L'éducation, évidemment, c'est bien, je mesure l'importance que c'est de dire ça ici, alors même que Viviane travaille si activement, si fortement, notamment à la gender equality ici à l'ESSEC, mais l'éducation évidemment joue un rôle important et on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc il fallait également faire en sorte que dans un monde qui est transformé par les nouvelles technologies, par les mathématiques, par le numérique, de faire également des formations, un levier essentiel, des nouvelles perspectives professionnelles dont les femmes ne doivent pas être exclues. Et puis, donc, nous avons également renforcé, dans le cadre de cette loi, un outil que vous connaissez bien et qui fonctionne. C'est l'outil de l'index de l'égalité professionnelle. Donc, je rappelle juste que cet outil, c'est 5 indicateurs. Qu'en général, les entreprises, lorsqu'elles ont 85%, sont contentes. Donc, tout va bien. On a 85%, donc ce n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin. Or, 85%, ça n'est pas nécessairement un très bon score, parce que généralement, ce score-là s'explique par 2 mauvais scores sur les 5 indicateurs qui composent cet index, à savoir notamment la question des primes au retour de congé maternité, et puis évidemment,
vous l'aurez deviné, la place des femmes parmi les postes les mieux rémunérés dans l'entreprise, qui font de perdre donc la place des femmes dans les instances de direction. Et donc on a fait en sorte de rendre maintenant, donc à partir de 2023, le 1er mars 2023, obligatoire la publication des 5 indicateurs. De manière à ce que les entreprises ne se satisfassent pas uniquement de ce très bon score parfois qu'on connaît, mais qu'il y ait bien cette publication des 5 indicateurs, et que notamment la question du retour de congé maternité, qui est encore un sujet pour les entreprises françaises, alors qu'elle n'est pas nécessairement dans d'autres contrées, et la question évidemment de la place des femmes dans les postes à responsabilité, eh bien, soit revue et soit transparente. Et puis, donc, l'article 14, en effet, prévoit des quotas de 30% en 2026 et de 40% en 2029 dans les instances dirigeantes des entreprises, dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Les instances dirigeantes, ça n'est pas un mot comme ça qui tombe du ciel. Les entreprises, je le redis parce que nous reviennent en ce moment des échos, où je me dis que c'est finalement peut-être de la vérité. Les entreprises n'ont pas la main sur la définition de ces instances dirigeantes. Les entreprises ne vont pas se dire tiens, moi je sais que les instances dirigeantes, eh bien, ça va être le comité de développement pour le comité stratégique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons défini dans la loi les instances dirigeantes. Donc les instances dirigeantes, c'est vraiment cette entité qui accompagne la direction de l'entreprise dans la mise en place de la stratégie. Donc c'est particulièrement défini. Aujourd'hui, généralement, ce sont en effet les CODIR et les COMEX, mais si certaines entreprises avaient des velléités d'échappement, on peut le dire, et donc envisager peut-être de revoir, de se dire finalement l'instance de dirigeance c'était le comité de développement stratégique 2030, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, effectivement, il faut que ça soit vraiment cette instance-là qui prenne en charge la direction de l'entreprise et accompagne les dirigeants. Donc, les entreprises n'ont pas la main sur la définition de ce périmètre. D'abord, ça n'aurait pas été constitutionnel. Je le répète, c'est important, ce périmètre, il veut dire quelque chose. Donc, voilà. Ayez-le en tête. Et donc, pour des entreprises, en effet, je l'ai dit, de 1000 salariés, avec la possibilité pour les entreprises de publier, y compris lorsqu'elles ont moins de 1000 salariés. Donc, il n'y a pas de contrainte pour elles, mais elles pourront publier. Donc, depuis le 1er septembre, les entreprises doivent publier sur leurs outils de communication. À partir du 1er mars de l'année prochaine, elles devront publier sur les outils, sur le site du ministère du Travail, en même temps que les indicateurs de l'index. Et ensuite, elles devront effectivement avoir 30% et 40%. Elles auront 2 ans pour se mettre en conformité, accompagnées par les services de l'État. Et ensuite, elles se verront infliger en effet une amende si cela n'était pas appliqué. Peut-être dire également que ce texte concerne également l'entrepreneuriat, et c'est important de le rappeler. Parce que les femmes, évidemment, comme les hommes, ont la volonté d'innover, d'entreprendre, d'inventer les usages et les métiers de demain. Or, pour leur noter, le Next40 ne compte aucune start-up dirigée par des femmes. Sur les 27 licornes françaises, une seule est mixte. Si je vous donne les chiffres de Sista, vous allez pas lire. Rappelons simplement que sur les levées de fonds de plus de 100 millions d'euros, il n'y a aucune femme. Rappelons peut-être également, concernant la Banque publique d'investissement, seuls 2% des entreprises portées par des femmes sont financées par la BPI, donc il y a encore de la marge. Et donc, raison pour laquelle nous avons également mis des quotas sur la BPI, qui devra maintenant avoir 30 à 40% de femmes dans ses comités d'investissement, qui ne pourra financer des entreprises, uniquement les entreprises qui respecteront l'index de l'égalité professionnelle, et doit dorénavant rendre public les entreprises financées. Rappelons également que sur l'enseignement supérieur, j'en ai pas parlé, mais il y a un certain nombre d'obligations, notamment, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait,
notamment sur les comités les jurys maintenant les jurys de toute spécialité devront comporter 30% de femmes. On avait imposé également un certain nombre d'obligations à la commission des titres d'ingénieur, un certain nombre de dispositifs qui font le lien entre l'enseignement supérieur et le secondaire, de manière également à contraindre l'étape en amont. Hein, et tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont visées par les contraintes, que tout l'écosystème aujourd'hui doit se mettre en ordre de marche. Donc, rappelons simplement que le texte effectivement a été adopté à l'unanimité, et je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a eu un fort consensus politique autour de ce texte, et qu'il a été effectivement promulgué le 24 décembre dernier. Peut-être vous dire également que, comme je le disais tout à l'heure, je suis très surprise que finalement il n'y ait pas plus d'interrogations lorsque l'on réfléchit à la production et à la création de valeur, que vous faisiez tout à l'heure, et de se dire que dans une économie, la création de valeur pourrait être faite par seulement la moitié de la population ou par seulement un genre. C'est fou, en fait. C'est fou de se dire qu'il n'y a pas plus de mobilisation. Et on connaît aujourd'hui, parce qu'elles ont été publiées, et je pense notamment à l'étude Human Matter de McKinsey, qui montre en effet une augmentation du PIB en France de 300 milliards par an et 2100 milliards à l'échelle de l'Europe. Donc on perçoit la force que cela aurait. Et puis, vous dire également que moi je suis absolument convaincue que la féminisation des équipes dirigeantes, c'est une opportunité évidemment pour les entreprises, mais c'est également un signal que l'on envoie aux jeunes filles qui seraient pas toujours convaincues de se diriger vers certains secteurs d'activité. Et lorsque l'on, dans des secteurs du BTP, des secteurs de l'industrie, on montre en fait à des jeunes filles des modèles de femmes qui ont des fonctions de direction, on leur envoie le signal que leur place est également dans ces secteurs. Donc c'était très important, je vous avoue qu'on m'a un petit peu invité à pondérer les quotas au regard de la féminisation des secteurs, et vraiment j'y étais totalement opposée, parce qu'évidemment l'objectif c'est de permettre à donner un modèle, également des modèles de femmes dans les secteurs dits à dominante masculine. Et donc je suis absolument convaincue que c'est essentiel évidemment pour les femmes et les jeunes filles, mais c'est essentiel également pour notre économie. Et je terminerai peut-être par cet exemple, mais lorsqu'on pense par exemple à l'agriculture, pour assurer notre souveraineté alimentaire dans notre pays d'ici 2030, il faudrait que nous installions chaque année 20 000 nouveaux agriculteurs ou agricultrices. Nous en installons 14 000, ce qui est beaucoup. Et 14 000, c'est déjà un bon chiffre pour les services de l'État, mais il en manque 6 000. Et on se creuse la tête pour essayer de trouver 6 000 nouveaux agriculteurs chaque année. Et moi, je suis assez convaincue que si on se disait que finalement, sur ces 6 000, on essayait absolument de trouver 2 000 femmes, 2 000 jeunes filles, et bien je suis sûre qu'on les trouverait, parce qu'évidemment, ça nécessite de la proactivité, du déterminisme, de la dentelle, de l'ingéniosité dans la manière d'inventer l'agriculture de demain. On a déjà quelqu'un comme Audrey Rouleau qui le fait avec Hectare, par exemple. Et moi, je suis assez convaincue que tout cela va dans le bon sens, va dans le sens de notre économie et de notre équipe. Et parce qu'il y a quelques hommes ici dans la salle, en tout cas j'en vois au moins un, mais il y en a d'autres, et ça s'adresse à tout le monde. Et moi, je ne terminerai pas ça. Je suis absolument convaincue que tout cela va dans le sens d'un équilibre de notre société, de notre économie, que pour libérer et émanciper les femmes, il faut libérer et émanciper les hommes, et que tous les hommes n'ont pas forcément envie d'être des patères familiales sur lesquelles repose l'essentiel de la création de valeur, et que certains d'entre vous ont peut-être envie d'avoir une autre vie, et donc il faut imaginer que tout cela va servir à la fois notre économie, mais notre société, parce qu'il faut que chacun trouve sa pleine place
et retrouvent surtout l'envie d'être soi, l'aventure d'être soi, comme le disait Simone de Beauvoir. Et l'aventure d'être soi, eh bien, c'est évidemment pour les femmes, mais également pour les hommes. Merci beaucoup.